Bonjour à tous, merci d'être là pour ce webinaire qui porte sur le modèle de dépistage et de prévention structurée pour la santé des seniors, le programme ICOP. Aujourd'hui, on fait ce webinaire avec le docteur Brangier et toujours en partenariat avec Justine Chabreau du Gérontopole Pays de la Loire et moi-même, je suis Jocelyne Guillon, la directrice du Magogie. Donc rapidement, les tutonomies, comme vous le savez, c'est une web-série qui est disponible sur YouTube gratuitement pour soutenir les aidants auprès d'un proche en perte d'autonomie. Et ce projet est réalisé depuis 2019 avec des experts du médico-social et c'est soutenu par Malakoff Humanis pour la partie des tutoriels. Et puis depuis 2021, on fait des webinaires mensuels pour ouvrir un espace d'échange et traiter d'autres sujets sur le bien vieillir. C'est soutenu par la CARSAT Pays de la Loire et c'est toujours avec l'expertise des professionnels et du Gérontopole Pays de la Loire. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ce webinaire qui va nous permettre d'en apprendre davantage sur un programme qui émane de l'Organisation mondiale de la santé dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Alors parfois on dit ICOP, parfois ICOP, docteur Brangier, vous nous direz ce qu'il en est et ce qu'on vous propose globalement ce matin au cours de cette session, c'est d'explorer un petit peu la jeunesse de ce programme, d'en comprendre ses objectifs, mais aussi les principales fonctionnalités de l'outil et son importance tout simplement dans le cadre de soins gériatriques notamment. Sans plus attendre, je vais laisser la parole au docteur Brangier, qui est chef de service de médecine gériatrique au CHU d'Angers et qui va nous plonger dans l'univers de cet outil ICOP. Donc bonjour à toutes et tous. Je remercie Jocelyne Guillon pour effectivement l'invitation et pour l'opportunité de présenter ce programme que moi j'appelle ICOP pour Integrated Care for Older People, donc qu'on pourrait traduire par soins intégrés pour les personnes âgées. Et que je vais essayer effectivement de vous présenter dans sa genèse, comme Tine l'a bien précisé, et puis dans la manière dont on peut se servir de cet outil dans le quotidien pour tenter de dépister en fait les pertes de fonction qui peuvent parfois apparaître avec l'avancée en âge et qui le sont en pratique actuellement faites un peu trop tardivement. Et donc l'objectif d'ICOP, c'est vraiment de dépister ces pertes fonctionnelles le plus précocement possible pour pouvoir ensuite proposer un certain nombre de mesures correctives et améliorer la trajectoire globale de vieillissement de l'individu et puis globalement au niveau de la société de limiter le nombre de personnes susceptibles d'atteindre des états de perte d'autonomie par exemple. Donc on est vraiment dans une approche qui est structurée et préventive qui a pour objectif de en fait promouvoir le vieillissement de la population en santé. Donc le constat initial, mais que vous connaissez bien, je sais que vous êtes sensibilisé à cette question, c'est qu'on assiste à un vieillissement démographique qui est mondial. Hein. Vous voyez ces pyramides des âges qui reflètent la proportion de personnes, notamment de plus de 70 ans en 2020 versus 2100, et on voit qu'en fait la tendance est à une augmentation de la proportion de cette catégorie de population, ce qui est particulièrement vrai dans nos sociétés occidentales. Alors le vieillissement, il faut comprendre qu'il est régi par un certain nombre de mécanismes qui sont multiples et des déterminants qui sont dits intrinsèques, donc propres par exemple à notre patrimoine génétique et qui sont pas modifiables. Hein. Un certain nombre d'éléments de notre patrimoine génétique vont avoir un impact sur la manière dont on vieillit. Et puis il y a aussi des déterminants qui sont plutôt environnementaux ou liés en fait à notre mode de vie, notre hygiène de vie, qui, eux, peuvent effectivement, par des modifications comportementales dans notre quotidien, effectivement, peuvent être modifiables et donc avoir un impact global sur notre vieillissement. Le vieillissement, il est de fait extrêmement hétérogène parce que le nombre de déterminants est extrêmement important et d'un individu à l'autre, effectivement, le vieillissement peut être parfaitement différent. Et il s'accompagne le plus souvent de maladies chroniques qu'on appelle parfois comorbidités qui peuvent apparaître avec l'avancée en âge et qui peuvent être à l'origine de pertes de fonction. Donc, je détaillerai un petit peu plus tardivement pour que vous compreniez bien ce que c'est, et qui, à terme, peuvent être à l'origine de pertes d'adaptation, de pertes de capacité d'adaptation ou de pertes d'autonomie. Donc, l'enjeu, c'est vraiment de stabiliser au mieux les pathologies chroniques, de repérer la perte de fonction quand les pathologies chroniques ont un impact sur celles-ci, sur les différentes fonctions, pour limiter le risque, à terme, de développer une perte d'autonomie. Il y a cette notion qui est importante, c'est la notion d'espérance de vie en bonne santé, qu'on peut aussi parfois appeler espérance de vie sans incapacité.
On connaît bien l'espérance de vie à la naissance, hein, qui est environ de 85 ans pour les femmes et 80 ans pour les hommes. Et en fait, on définit aussi la notion d'espérance de vie sans incapacité. Alors, ça ne veut pas dire qu'à 60-65 ans, on devient en perte d'autonomie, hein. Je rappelle qu'à 80 ans, 82% de la population est encore à domicile. Cette espérance de vie sans incapacité, elle précède l'espérance de vie d'environ 20 ans, mais il n'existait pas jusqu'à peu, et en fait jusqu'à l'arrivée d'ICOP, d'outils permettant de l'objectiver, cette perte de fonction, et c'est un des enjeux effectivement d'ICOP, et c'est pour ça que le programme a été créé par l'Organisation mondiale de la santé, dans une logique un peu d'harmonisation des outils. On parle souvent de fragilité avec l'avancée en âge, mais aucun outil en fait faisait foi, ou en tout cas permettait d'avoir un langage commun. Il y avait plusieurs outils qui existaient, et l'ICOP permet à tout le monde d'avoir un langage commun. Ce vieillissement de la population et cette transition démographique dont on parle souvent nécessite, comme je l'expliquais tout à l'heure, de s'intéresser un peu plus à la fonction et pas seulement aux maladies chroniques, mais à leur retentissement fonctionnel. Et effectivement, cette notion importante d'espérance de vie sans incapacité qui précède de 20 ans l'espérance de vie a amené à la création de ce programme ICOP. Alors, ICOP, ça veut dire soins intégrés pour les personnes âgées. C'est un programme qui est recommandé maintenant par l'Organisation mondiale de la santé depuis 2019. Il synthétise 500 publications, donc 500 articles scientifiques basés sur les preuves. Donc effectivement, ça a été un groupe de travail assez long de scientifiques qui sont mis autour de table, qui ont analysé les publications scientifiques pour créer cet outil ICOP qui va concerner toutes les personnes de la population âgées de 60 ans et plus. L'objectif de ce dispositif, c'est à l'échelle d'un individu de vieillir en santé. Et en fait, on définit le vieillissement en santé par le fait de garder ses fonctions pour continuer à faire ce qui est le plus important pour chacun d'entre nous. Donc, c'est quelque chose qui va être relativement personnalisé. On peut avoir des attentes différentes. Et puis, un objectif collectif de limiter le nombre de personnes dépendantes ou en perte d'autonomie. Comment on va faire? Quelle va être la méthode? Eh bien, on va proposer une surveillance précoce, donc dès 60 ans, des capacités intrinsèques et fonctionnelles de la personne qu'on va proposer de repérer, de dépister tous les 6 mois à partir de 60 ans pour effectivement repérer une éventuelle perte de fonction le plus précocement possible. L'objectif, en fait, c'est d'augmenter les réserves dans le vieillissement précoce pour maintenir ou ralentir le plus possible le déclin et repousser l'apparition de la préfragilité, de la fragilité et de la dépendance en prenant en compte vraiment le plus tôt possible un certain nombre de déterminants dont on sait qu'ils auront un impact à terme sur le vieillissement et la manière dont on vieillira. Alors, quelles sont ces 6 fonctions? En fait, l'Organisation mondiale de la santé considère qu'il y a 6 fonctions essentielles à maintenir. Donc, les voici. Il s'agit de, par exemple, la locomotion, la mobilité, la nutrition, la vision, l'audition, la cognition, donc la mémoire, et l'humeur, donc le bien-être psychologique. L'objectif, ça va être donc de tester chacune de ces 6 fonctions via une première étape qui s'appelle l'étape de repérage ou de dépistage et qui va potentiellement repérer une alerte dans une ou plus de ces 6 fonctions et qui amènera, en cas d'alerte, à proposer une évaluation plus approfondie auprès d'un professionnel de santé qui est formé à la réalisation de ces évaluations approfondies. En parallèle, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même si effectivement ces fonctions sont préservées, on peut adopter dans notre quotidien un certain nombre de modifications comportementales qui peuvent les maintenir et faire en sorte qu'en fait, elles restent préservées le plus longtemps possible. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en fait, ces fonctions, elles sont reliées entre elles. Par exemple, si on repère une problématique potentielle au niveau de l'audition à un stade précoce, on sait qu'un appareillage auditif a beaucoup plus de chances d'être efficace qu'un appareillage auditif quand le problème d'audition est déjà à un stade plus avancé ou plus sévère. La possibilité de réversibilité, ou en tout cas de correction efficace de troubles de l'audition, va être bien meilleure si le trouble de l'audition est léger à modéré que s'il est plus important. Et donc, on va améliorer la trajectoire de vieillissement de cette fonction auditive. On sait aussi que les personnes qui ont des problématiques auditives ont plus de risques, notamment si elles ne sont pas appareillées, de développer par exemple
une maladie d'Alzheimer ou une maladie cognitive. Et en fait, en prenant en compte la problématique, on va aussi avoir un effet collatéral du fonctionnement cognitif. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre, que chacune de ces fonctions, elles sont pas indépendantes les unes des autres, mais bien interconnectées. Et qu'en agissant sur l'une, en fait, on a des effets bénéfiques sur chacune d'entre elles. Donc l'idée, c'est vraiment ça. L'idée du programme ICOP, c'est vraiment d'optimiser les capacités intrinsèques et fonctionnelles pour prévenir la dépendance, en ayant bien conscience que chacune de ces fonctions, comme je viens de vous l'expliquer, sont liées entre elles, et dans une logique d'être acteur de sa santé. C'est-à-dire que l'idée, c'est de mobiliser les personnes autour des déterminants de leur quotidien, voilà, dans leur comportement, qui pourront avoir un effet bénéfique sur leur vieillissement global. Donc voilà cette slide probablement un peu lourde, mais qui montre de la manière dont est organisée la filière de soins ICOP, où l'objectif principal, c'est surtout qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent être effectivement dépistées, et puis effectivement, s'il y a besoin ensuite d'aller vers des évaluations approfondies, ça peut être proposé dans un deuxième temps par des professionnels de santé, mais ma présentation d'aujourd'hui s'attardera surtout sur la problématique et la nécessité du dépistage. Alors voilà en pratique comment s'organise l'évaluation. Donc on va screener chacune de ces 6 fonctions en posant des questions relatives au déclin cognitif, à la mobilité, à la malnutrition, à la déficience visuelle et auditive et à la recherche de symptômes thymiques ou dépressifs par exemple. Et je vais vous décliner chacune de ces évaluations. Ces évaluations, elles peuvent être faites par un personnel de santé, par un professionnel de proximité, ou elles peuvent être faites aussi en auto-évaluation par le senior lui-même, même si effectivement on encourage plutôt à ce que l'évaluation soit faite à deux, avec quelqu'un qui puisse accompagner la réalisation de cette évaluation, mais d'un point de vue purement théorique, c'est possible de le faire aussi en auto-évaluation. Elles sont à répéter toutes les 4 à 6 mois. Elles peuvent être faites dans des structures de soins ou à domicile. Elles évaluent donc chacune de ses capacités intrinsèques ou fonctionnelles. Et c'est un outil de dépistage, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un outil qui est facile à faire, pour relativement simple, reproductible, c'est-à-dire que si vous le faites alors que vous êtes dans différentes conditions de votre quotidien, en fait, vous aurez toujours les mêmes résultats, donc il y a une fiabilité des résultats, ce qui permet effectivement de repérer des alertes, d'éventuellement approfondir l'exploration des altérations nécessaires, et puis de le relayer vers effectivement votre médecin traitant pour la suite à donner si besoin. Comment est-ce qu'on peut faire cette évaluation à ICOP? Alors effectivement, il existe des versions papier, il existe des versions sur Internet, mais il existe surtout une application qui peut être téléchargée, qui est disponible, qui s'appelle ICOP Monitor, qui est assez intuitive, qui est régulièrement mise à jour. Là, j'ai refait un test il y a 48 heures, effectivement, je vous confirme son intuitivité, et qui vous permet de réaliser cette étape 1 avec un bilan à la fin qui reprend les fonctions potentiellement altérées ou justifiant une évaluation approfondie, et puis la possibilité de transmettre les résultats à votre médecin traitant si vous le souhaitez. Donc voilà, je vous invite à utiliser de manière privilégiée cet outil pour effectivement proposer ce dépistage. Alors pour la question de la cognition, voilà les questions qui ont été retenues pour dépister un éventuel problème cognitif. Le premier test, c'est ce qu'on appelle le test des 3 mots. Alors, il faut que cette évaluation cognitive, elle soit faite dans un lieu calme pour que la personne soit pleinement mobilisée dans le test cognitif et ne soit pas parasitée par des interférences sonores, par exemple, qui pourraient avoir un impact sur le résultat du test. L'idée, c'est de proposer une liste de 3 mots validés et de demander à la personne de mémoriser ces 3 mots en sachant qu'ils seront répétés plus tard. Suite à cet effort de mémorisation, il va y avoir des épreuves dites interférentes qui vont comprendre notamment la recherche d'une désorientation dans le temps et dans l'espace. Donc, on va demander à la personne quelle est la date complète d'aujourd'hui et où se trouve-t-on. Donc, on va tester l'orientation dans le temps et dans l'espace. Et puis, après, une épreuve interférente qui comprendra aussi dans l'application ICOP Monitor l'évaluation d'une autre fonction. On reviendra sur la question de est-ce que vous vous souvenez des 3 mots que vous aviez mémorisés tout à l'heure? Et en fait, on va considérer qu'il y a une alerte potentielle sur la fonction cognitive si l'orientation temporo-spatiale n'est pas connue ou si la personne n'est pas
capacité de rappeler un mot, quelle deux personnes seraient incitées effectivement à bénéficier d'une évaluation approfondie. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que les fonctions cognitives et le risque de déclin cognitif, il peut se prévenir. En tout cas, il y a des facteurs de risque qui peuvent être potentiellement modifiables. On parle beaucoup de brain health, donc de bonne santé cérébrale, et je vais essayer de vous décliner les différentes attitudes à adopter dans son quotidien, ou en tout cas les différents facteurs de risque qui peuvent être potentiellement identifiés, corrigés pour limiter le risque de déclin cognitif. Tout d'abord, le fait de pratiquer une activité physique régulière limite le risque de déclin cognitif. Et ce que vous allez pouvoir voir, c'est qu'un bon nombre de fonctions, parmi les 6 fonctions dont je vous parle depuis tout à l'heure, en fait, sont améliorées par l'activité physique. La mémoire, la mobilité, le bien-être psychologique, par exemple, et que je vous détaillerai tout à l'heure quand on parlera de la fonction mobilité, des recommandations actuellement en vigueur en ce qui concerne l'activité physique régulière. De la même manière, je vous détaillerai les recommandations d'une alimentation saine et équilibrée dont on sait qu'elles ont un impact sur la bonne santé cérébrale. Ce qui est important également, alors non, en fait, je l'avais mis là, donc je vais vous en parler tout de suite. Pour ce qui est des recommandations nutritionnelles, ce qui est très important, c'est effectivement d'avoir une alimentation qui soit variée, équilibrée et diversifiée. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une alimentation variée, équilibrée et diversifiée? C'est une alimentation où on a une consommation de fruits et légumes au moins 5 fois par jour. Ça, c'est plutôt connu du grand public. Il y a eu des campagnes d'information autour de ça. C'est d'avoir du pain ou d'autres aliments céréaliers, des pommes de terre ou des légumes secs à chaque repas et selon l'appétit. C'est de consommer des produits laitiers 3 ou 4 fois par jour, de consommer des protéines, de la viande, des poissons, des produits de pêche ou des œufs 1 à 2 fois par jour, de limiter l'utilisation de matières grasses et de privilégier si possible l'utilisation d'huile d'olive, de limiter la consommation de produits sucrés, de s'hydrater convenablement entre 1 litre et 1,5 litre d'eau par jour, avec effectivement cette recommandation qui a adapté notamment dans les périodes de canicule où il faut augmenter d'autant plus les apports hydriques, de limiter la quantité de sel et d'adjoindre à ces recommandations nutritionnelles des temps d'activité physique que je vous détaillerai un petit peu plus tard. Ce qui est important aussi, c'est de maintenir une bonne hygiène bucco-dentaire. On sait que la mauvaise hygiène bucco-dentaire, c'est une cause extrêmement classique de troubles nutritionnels et de dénutrition, notamment, qu'on peut voir avec l'avancée en âge. Et donc, c'est vraiment très important, 1 fois par an, d'avoir un bilan dentaire qui fait un point sur cette hygiène bucco-dentaire. Ce qu'il faut aussi, et ça c'est très important, c'est lutter contre les idées reçues selon lesquelles les besoins nutritionnels diminueraient avec l'avancée en âge ou que la perte de poids serait normale avec l'âge. En fait, ça, c'est vraiment des idées reçues qui ne se basent sur aucune réalité scientifique. Si on perd du poids, ça veut dire que la balance énergétique, elle est déséquilibrée. La question nutritionnelle, elle est toujours régie d'un côté par la dépense énergétique de votre organisme et de l'autre par les apports. Et en théorie, le poids devrait être stable, ce qui se traduit que la dépense et la consommation, la dépense, la consommation d'un côté et les apports en énergie sont bien équilibrés. Si vous mangez moins, que vous perdez du poids, ça veut dire que globalement, il y a un déficit d'apport nutritionnel qu'il va falloir corriger, mais vraiment, la lutte contre ces idées reçues, elle est absolument fondamentale. Et puis, on surveille aussi régulièrement le poids. Tous les 3 à 6 mois, quand on est en bonne santé, c'est quelque chose qui est recommandé et qui est, à mon avis, important. Ce qui est important aussi pour la bonne santé cérébrale, c'est de limiter l'intoxication tabagique avec un arrêt du tabac quand c'est possible. Hein. Il y a des études qui montrent que le tabagisme est impliqué dans le risque de développer des troubles cognitifs, des démences par exemple, et de limiter la consommation d'alcool. Alors, je vous remettrai un peu plus tard les recommandations liées à la consommation d'alcool, mais en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que il faut limiter le risque, le nombre de verres consommés par jour de 2 verres maximum par jour. Il faut que sur la semaine, il y ait moins de 10 verres dans la semaine et qu'il y ait 2 jours sans consommation d'alcool. C'est ça les recommandations actuelles. Maximum 2 verres par jour, maximum 10 verres par semaine et 2 jours sans consommation. Il est important de contrôler les facteurs de risque cardiovasculaire. On sait que le contrôle de l'hypertension artérielle, du cholestérol, du diabète a un impact sur le risque de développer une pathologie de l'hypertension artérielle. Ça veut dire régulièrement pour effectivement effectuer ce dépistage et le contrôler, en sachant que ce contrôle-là, que vous allez faire à 60-65 ans, par exemple, aura un impact sur le risque de troubles cognitifs à 75, 80, 85 ans. C'est-à-dire quand c'est un investissement pour l'avenir
Et c'est vraiment très important de le considérer, en sachant que l'hypertension artérielle, une de ses problématiques, c'est que c'est une pathologie qui est un peu insidieuse, sournoise, parce qu'elle est asymptomatique. Il n'y a pas nécessairement de symptômes qui accompagnent cette problématique. Et donc, on peut considérer, elle est souvent soit méconnue, soit pas suffisamment considérée à sa juste valeur en termes de risque, parce que ne générant pas de symptômes, donc de gêne pour la personne. Alors qu'elle est absolument fondamentale, il est absolument fondamental de la contrôler pour limiter le risque de pathologie cardiovasculaire en général et de déclin cognitif également. Il est important de corriger tout déficit neurosensoriel le plus précocement possible. Je vous donnais en introduction l'exemple de l'impact d'un appareillage auditif à un stade précoce pour limiter le risque de développer une pathologie cognitive secondaire. Donc ça, c'est vraiment effectivement très important. De garder des temps de stimulation intellectuelle et cognitive, avec par exemple des temps de lecture, des exercices de mémoire, des mots fléchés, enfin maintenir une activité intellectuelle le plus régulièrement possible et quotidiennement si possible. C'est vraiment quelque chose qui est important pour prévenir le risque de déclin cognitif. De la même manière, le maintien des interactions sociales est quelque chose d'important. On sait que l'isolement, par exemple, l'isolement social, le fait de voir peu de personnes, peu de monde dans son quotidien, peut favoriser le risque de déclin cognitif. Et puis le sommeil est également impliqué dans le fonctionnement cognitif. Donc c'est vraiment important d'avoir un sommeil de bonne qualité dans la mesure du possible, en sachant que cette durée de sommeil, elle est propre à chaque individu. Il n'y a pas une durée normale qui s'appliquerait à la population générale. On considère que de manière globale, c'est entre 7 et 8 heures, mais il y a des personnes qui sont dites grosses dormeuses et qui dorment plus de 9-10 heures, ou des petits dormeurs qui dormiraient moins de 6 heures. Ce qu'il faut surtout voir, c'est si on a l'impression que le sommeil n'est pas récupérateur et s'il y a une modification de fonctionnement de l'individu. Des personnes qui ont toujours été petits dormeurs le resteront potentiellement avec l'avancée en âge. Donc c'est vraiment la modification de fonctionnement qui doit poser des questions. Il y a un intérêt à consulter sur le plan médical parce que les problèmes de sommeil peuvent être vraiment d'origine multiple. Le trouble du sommeil ou la plainte de sommeil, c'est pas une pathologie en soi, c'est un symptôme qui peut être relié à un certain nombre de pathologies qui peuvent justifier des prises en charge spécifiques. Donc c'est important, si vraiment il y a des problématiques de sommeil, de bénéficier d'une consultation en gardant en tête que il n'y a pas toujours une maladie derrière la plainte de sommeil. Donc il faut aussi parfois pouvoir faire la différence entre ce qui relève de la plainte subjective et d'une maladie du sommeil qui nécessiterait réellement une prise en charge médicale. Et avec un message qui est quand même important, qui est de faire très attention à l'utilisation des somnifères, des médicaments benzodiazépines, par exemple, bromazépam, Lexomil, des médicaments de ce type qui peuvent être pris et qui peuvent générer effectivement une certaine dépendance, une accoutumance avec des difficultés très très importantes pour s'en détacher sur le long terme et qui sont un mauvais pari sur le long terme parce que peuvent donner des effets secondaires cognitifs ou sur la mobilité qu'il faut au maximum éviter. Donc, c'est vraiment pas à conseiller. Je vous ai mis sur la droite de la diapositive les recommandations de la Société française de gériatrie et de gérontologie, qui sont en fait les réflexes simples à adopter pour essayer d'améliorer son sommeil avec des mesures un peu hygiéno-diététiques, non médicamenteuses. Préconiser des levées et des couchers régulières, avoir une activité physique, on retrouve encore l'activité physique à ce niveau-là, avoir une exposition à la lumière pendant la journée, maintenir une vie sociale et des interactions sociales, ne pas se coucher trop tôt et ne pas faire de sieste trop longue, éviter les traitements qui peuvent créer des insomnies, éviter de prendre des traitements évidemment diurétiques le soir, éviter le soir de consommer des repas trop riches ou trop légers, éviter la consommation d'excitants, éviter les écrans, notamment le soir, respecter la nuit, c'est-à-dire se mettre dans des conditions favorables à l'endormissement, avec des rideaux occultants, un silence, une température confortable. Et puis stabiliser les maladies qui peuvent avoir un impact sur les réveils nocturnes. On pense notamment aux problématiques urinaires ou urologiques, par exemple, mais il y a pas que ces pathologies-là. Voilà pour ce qui est des mesures reconnues comme cognitives, en tout cas au maintien de la bonne santé cérébrale. Le test qui avait été retenu dans ICOP, c'est le test du relevé de chaise 5 fois de suite. Comment ça se passe? On conseille à la personne donc, de s'asseoir sur une chaise adaptée qui doit être sans roue et sans accoudoir. On conseille plutôt de positionner collé contre un mur pour éviter effectivement au moment où la personne se rassoit qu'il puisse basculer en arrière. Et puis on va demander à la personne de s'asseoir sur la chaise, de mettre ses bras sur la poitrine comme ça, le dos bien droit, et puis de se lever et de se rasseoir 5 fois de suite.
L'idée, c'est de pouvoir le faire en sécurité, mais le plus rapidement possible parce que c'est une épreuve qui est chronométrée. La norme, c'est 14 secondes avant 80 ans et 16 secondes après 80 ans. Donc la question qui va être posée, c'est est-ce que les 5 levées de chaises ont été possibles? Parce qu'effectivement, s'ils n'ont pas été possibles pour des raisons de problème de mobilité, on peut considérer que cette évaluation est échouée, entre guillemets. Et si effectivement le temps imparti pour faire cet exercice a pris plus de 14 secondes avant 80 ans et plus de 16 pardon, secondes après 80 ans. Si jamais c'est le cas, il y a une indication à avoir une évaluation plus approfondie au niveau de la mobilité. Ce qui est très important pour préserver le risque de troubles de la mobilité, mais aussi de troubles cognitifs et de troubles psychologiques, c'est d'avoir une activité physique régulière. Je vais vous décliner là les recommandations générales telles qu'elles ont été publiées, et puis je vais ensuite les relativiser ou en tout cas essayer de les décliner en termes d'applicabilité individuelle parce que c'est bien le bénéfice individuel qui est important. Donc les recommandations générales, elles sont celles-ci. Il est recommandé de pratiquer 30 minutes d'activité physique d'intensité modérée, de la marche, du jardinage par exemple, tous les jours, ce qui fait entre 150 et 300 minutes par semaine. Ou 15 minutes d'activité physique d'intensité élevée par jour, ou entre 75 et 150 minutes par semaine. Alors qu'est-ce que c'est activité physique d'intensité élevée? Ben, c'est par exemple une marche dont la cadence importante, plus importante qu'une marche usuelle, génère un essoufflement qui ne permet pas de parler pendant qu'on marche. Vous voyez, c'est un peu le repère qu'on peut se fixer. Alors, quand on envisage une activité d'intensité élevée, il est de bon ton de faire valider par son médecin traitant l'absence de contre-indication médicale à l'exercice d'une activité physique de ce type. Donc ça, c'est ce qu'on appellerait les activités un peu d'endurance finalement et du quotidien. Il est aussi recommandé de faire des exercices de souplesse, gymnastique, yoga par exemple, au moins 10 minutes, au moins 2 fois par semaine. De faire des activités de travail de force musculaire, membres supérieurs et membres inférieurs. Ça peut être le port de poids par exemple, ça peut être pour les membres inférieurs la pratique de vélo, 2 fois par semaine en évitant que ce soit 2 jours consécutifs. Il est aussi recommandé de faire des travaux du travail de l'équilibre. En fait, ce qui est montré dans les études scientifiques qui sont intéressées aux bienfaits de l'activité physique, c'est que c'est la combinaison du travail de la force musculaire, du travail de l'équilibre et du travail d'endurance qui, conjugué au long cours, présente vraiment un bénéfice pour la santé au niveau collectif. Ce qu'il faut se fixer aussi comme objectif, c'est d'être le moins sédentaire possible. On essaie de lutter contre la sédentarité en, par exemple, se levant toutes les 90 à 120 minutes d'une activité où on est inactif et en allant marcher pendant au moins 5 minutes. Donc, essayez d'avoir ça en tête. Si vous êtes inactif, pendant 90 à 120 minutes, se lever, aller marcher 5 minutes et puis reprendre éventuellement l'activité qui ne nécessite pas de dépenses énergétiques ou d'activité physique. Mais c'est vraiment important de lutter contre cette sédentarité. Si on réfléchit en termes de nombre de pas par jour, et en fait, on a maintenant des smartphones qui nous permettent de quantifier notre actimétrie au quotidien. Eh ben, ce qui est pas mal, c'est de se fixer un nombre de pas supérieur à 4000 par jour. Et là, j'ai mis 4400 parce qu'il y a une étude qui avait montré qu'au-delà de 4400, il y avait une réduction de la mortalité. Donc, j'ai mis 4400, même si les recommandations mentionnent 4000 pas par jour. Donc ça, c'est vraiment important et vous pouvez en fait monitorer votre actimétrie via des outils simples comme votre smartphone que vous pouvez paramétrer. Et je vois en pratique clinique que certaines personnes sont sensibles à ça, que c'est un outil qui peut nous aider à sensibiliser les personnes à augmenter leur temps d'activité physique dans le quotidien. C'est ce vers quoi il faut tendre, les atteindre sans difficulté ou avec des difficultés acceptables. Mais ce qui est important, c'est que les objectifs, ils doivent être individualisés, atteignables et adaptés. Et qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que l'augmentation de l'activité physique, peu importe son niveau, peu importe son intensité, est toujours bénéfique pour la santé. Même si on n'atteint pas les recommandations générales, de passer de zéro activité physique à un peu d'activité physique, c'est déjà ça. Donc il faut valoriser les modifications comportementales qui vont dans ce sens parce que c'est déjà bénéfique et positif pour la santé. Alors effectivement, chez des personnes qui n'ont pas du tout d'activité, on va plutôt conseiller de débuter par des activités qui vont être modérées. Une activité physique limitée vaut mieux qu'aucune activité physique, même si on n'atteint pas les recommandations générales, c'est ce que je venais de vous dire. Et l'idée, c'est d'essayer d'inscrire l'activité, c'est comme ça qu'on peut essayer de motiver les personnes
à la vie quotidienne. Ne pas forcément prendre la voiture pour aller chercher son pain quand la boulangerie est accessible, par exemple. Prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur quand on n'a qu'un seul étage à monter. Vous voyez, c'est des choses un peu du quotidien qui sont des modifications comportementales acceptables, peu contraignantes, et qui peuvent effectivement générer de l'activité et donc améliorer l'état de santé global. Ce qui est bien aussi, c'est si ces activités physiques sont récréatives ou en lien avec du sport de loisir. Voilà. Il est important de se renseigner sur son propre territoire de ce qui est proposé en termes d'associations d'activités physiques pour, si on le souhaite, participer à des activités physiques de groupe. Certaines personnes sont très sensibles au fait de pouvoir pratiquer de l'activité physique dans ce contexte-là. Parce que l'objectif principal, il est en fait de tenir sur la longueur. Ça sert à rien de se lancer dans des modifications qui seront pas tenables au long cours. Il vaut mieux faire un petit peu moins éventuellement, mais pouvoir le maintenir le plus longtemps possible. Ça, c'est vraiment un message important. Pour la question nutritionnelle, alors les questions qui avaient été retenues étaient celles-ci. Perte de poids. Avez-vous perdu involontairement du poids, et en l'occurrence plus de 3 kilos au cours des 3 derniers mois. Et là, ce qu'il faut vraiment, c'est que ce soit plutôt un poids mesuré plutôt que déclaré. C'est évidemment beaucoup plus fiable, donc ça sous-tend de se peser régulièrement, ce qui n'est pas ancré dans l'esprit de la population générale, et ce qui est vraiment important. Et la deuxième question, c'est une perte d'appétit. Avez-vous connu une perte d'appétit récemment? Et si oui, il peut y avoir une indication à faire une évaluation plus approfondie au niveau nutritionnel. Alors, je me suis un peu trompé, j'avais inversé les slides tout à l'heure pour trouver là les recommandations en lien avec la consommation d'alcool, mais que je vous ai expliqué, que vous pourrez revoir effectivement, que je ne vais pas reprendre là. Pour la question de l'audition, alors il y a plusieurs manières d'évaluer une éventuelle perte d'auditive. La première chose, le premier test qui avait été validé, c'est le test qu'on appelle du chuchotement. Et qui est un test qui est bien codifié, qui doit se faire à 2 personnes. L'objectif, c'est de le faire dans un endroit calme. Évidemment, on va évaluer l'audition, donc il ne faut pas qu'il y ait de parasites sonores à cette évaluation. Il faut que la personne qui évalue l'audition soit positionnée en arrière de la personne évaluée, du côté de l'oreille testée, à environ à distance d'un bras tendu de l'oreille testée. Et on va demander à la personne qui est testée de boucher son oreille contralatérale, donc l'oreille de l'autre côté, et on va chuchoter un mot usuel, par exemple le mot maison. À cette distance-là, on va demander à la personne qu'elle le répète et on va noter si elle est en capacité ou pas de le répéter. Si elle n'est pas en capacité de le répéter, on peut suspecter une perte auditive nécessitant un appareillage. Donc, on va évidemment pas appareiller au niveau auditif sur le résultat de ce test de chuchotement, mais on va inviter la personne à bénéficier d'une évaluation audiométrique pour voir s'il existe ou pas une indication à l'appareillage. Si aujourd'hui vous téléchargez l'application iCop Monitor, en fait, on va vous inciter à en télécharger une autre qui s'appelle l'application Aura, qui est une application qui a été créée par la Fondation de l'audition et qui permet effectivement, à l'aide d'écouteurs, de bénéficier d'une mini-audiométrie, et c'est, je trouve, extrêmement bien fait. Ça permet vraiment de savoir où on en est de son état auditif et éventuellement de savoir si il faut aller plus loin dans les explorations avec un bilan audiométrique. Mais c'est vraiment une application qui est très intéressante pour tester sa propre audition. Elle comprend aussi un sonomètre qui vous permet de savoir, dans l'environnement dans lequel vous êtes, à quel type de... Vous savez qu'au-delà de 4 décibels, il peut y avoir, donc effectivement, c'est intéressant. Alors 80 décibels, j'avais mis sur le côté des repères. 75 à 90 décibels, c'est l'équivalent sonore d'une voix criée ou d'une rue animée ou à fort trafic, pour qu'on puisse se rendre compte. Donc ça, c'est important pour les personnes qui évoluent notamment dans un environnement un peu bruyant et qui se posent la question de est-ce que les nuisances sonores liées à cet environnement peuvent avoir un impact sur la fonction auditive au long cours, de pouvoir mesurer concrètement le niveau de décibels de l'environnement pour pouvoir porter des protections auditives si besoin, ou en tout cas proposer des mesures correctives adaptées. Pour la question de la déficience visuelle, donc on va poser la question, avez-vous des problèmes oculaires, des difficultés pour voir de loin ou pour lire, donc vision de loin et vision de près, donc vraiment c'est la plainte visuelle ou l'existence de maladies oculaires, ou êtes-vous actuellement sous traitement médical de maladies qui justifient d'avoir un suivi ophtalmologique, par exemple un diabète ou une hypertension artérielle. Alors effectivement, l'objectif d'ICOP,
c'est pas d'aller proposer une évaluation approfondie à des gens qui sont par exemple diabétiques et déjà dans un parcours de soins où tous les ans, ils voient leur ophtalmo. L'idée, c'est de repérer des personnes qui ont soit des maladies qui justifieraient de voir l'ophtalmo, mais ils ne le voient pas par défaut d'accès aux soins, par exemple, ou qui ont des plaintes visuelles pour voir de loin ou pour lire qui justifierait d'aller plus loin. Donc c'est ça la question qui avait été retenue. Et pour la dimension psychologique, les questions qui sont posées, c'est au cours des dernières semaines, avez-vous été gêné par la déprime ou le désespoir, ou avez-vous été gêné par la perte d'intérêt ou de plaisir à faire des choses, la perte d'envie à faire des choses au cours des 2 dernières semaines? Et si oui, il y a l'indication à aller voir un peu plus loin si effectivement il y a une fragilité thymique, une fragilité psychologique, ou voir s'il n'y a pas un vrai état dépressif caractérisé qui nécessiterait une prise en charge importante. Je vous rappelle que la prévalence de la dépression augmente notamment avec l'avancée en âge et que c'est aussi l'occasion de sensibiliser au risque du passage à l'acte suicidaire euh, qui est particulièrement élevé chez la population âgée et où malheureusement le nombre de tentatives de suicide qui aboutissent au décès est 5 fois plus important que chez les personnes jeunes. Donc c'est vraiment une problématique qu'il faut savoir repérer en tant que soit aidant ou soit en tant que professionnel de santé et ne pas hésiter à poser la question si on a l'impression qu'une personne souffre d'une pathologie du moral, d'une dépression potentiellement, de poser la question des idées suicidaires, c'est quelque chose qui peut sauver la vie de la personne. Donc c'est aussi un message que je voulais passer aujourd'hui. Alors on se pose souvent la question de oui, mais si j'ai une réponse positive, comment est-ce que je vais gérer cette réponse? En fait, il faut appeler le 3114 si on se retrouve dans cette situation-là, qui est une plateforme téléphonique qui prendra le relais de la prise en charge. Mais poser la question des idées suicidaires à des personnes qui présentent des symptômes psychologiques, c'est quelque chose qui ne doit pas être un tabou et qu'il faut qu'on réussisse à proposer si besoin. C'est vraiment très important. Donc, à la fin de l'évaluation sur ICOP Monitor, quand vous aurez effectué le dépistage de chacune de ces 6 fonctions, le résultat apparaîtra de cette manière où en fait vous aurez les différentes fonctions qui nécessitent une évaluation complémentaire approfondie, avec la possibilité d'envoyer ce résultat à votre médecin traitant. Alors, la question, c'est qui réalise les évaluations approfondies? Après, effectivement, il y a tout un parcours de soins qui est en train de se créer. Au niveau territorial, notamment, hein, il y a un travail important des CPTS, des hôpitaux de proximité, sur la possibilité de proposer des évaluations approfondies ou de recours en cas de fragilité détectée et de pouvoir proposer une suite à ces dépistages. Mais dans tous les cas, il est important que tous les conseils préventifs évoqués tout à l'heure puissent être appliqués pour essayer d'améliorer, vous l'avez bien compris, la trajectoire globale de vieillissement de l'individu et puis de la société ou de la collectivité. Soit il y a une fragilité, il faut faire une évaluation approfondie, soit effectivement l'évaluation est normale et puis c'est l'application des conseils de prévention et l'invitation à refaire une évaluation 4 à 6 mois plus tard. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Antoine. En tout cas, c'était très clair. Merci beaucoup pour ce niveau de détail et de partage. Merci, bonne journée. Au revoir.